cœur du sud de la Tanzanie, il existe un territoire où la nature ne se conforme pas au modèle connu. Dans cette vaste région, les nombres et les proportions brisent la logique de survie. Les prédateurs ne règnent pas, les proies se multiplient à l'infini et les oiseaux dominent le ciel avec une abondance étonnante. Mais Nyerere n'est pas un paradis d'équilibre parfait. C'est un lieu de tension constante où les espèces ont dû se réinventer pour s'imposer dans un environnement qui défie tous leurs instincts. Ici, les lions échouent dans leur chasse, les chiens sauvages se battent pour conserver leur domaine et les proies, loin d'être des victimes passives, ont appris à résister et à réussir grâce à la coopération. Là-haut, les rapaces veillent, mortels et patients, tandis que les vautours commencent à ressentir la pénurie de ce qu'ils avaient autrefois en abondance. Nyerere est un écosystème où chaque créature a dû s'adapter à des dynamiques qui ne se reproduisent pas dans d'autres régions d'Afrique. Un espace vaste et sauvage où le succès n'est pas toujours réservé aux plus forts, mais aux plus débrouillards, à ceux qui comprennent que dans la nature, la suprématie n'est pas un droit acquis, mais un combat quotidien. Bienvenue à Nyerere, un endroit où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le parc national de Nyerere étend ses vastes frontières jusqu'à l'ancien territoire de Selous, l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique. Avec plus de 30 000 km² de terre, son vaste territoire discontinu constitue la plus grande zone protégée du continent. Son paysage se déploie entre savanes ouvertes, forêts de miombo, marécages, broussailles denses et vastes cours d'eau, parmi lesquels se distingue la rivière Rufiji, épine dorsale du parc. Cette multiplicité d'habitats permet une densité de faune unique en Afrique de l'Est, avec des caractéristiques écologiques qui la différencient substantiellement du Serengeti ou du delta de l'Okavango. Mais au-delà de la diversité de ces paysages, c'est l'eau qui dicte le rythme de la vie à Nyerere, modulant la répartition des espèces et conditionnant chaque interaction écologique. La dynamique environnementale de Nyerere est profondément influencée par la présence du réseau hydrographique. Le Rufiji et ses affluents assurent un accès continu à l'eau pendant une grande partie de l'année, transformant leurs rives en corridors vitaux pour la faune. Là, les éléphants convergent en longues colonnes, les buffles avancent en masse, les girafes bordent les rives les plus ouvertes et des volées d'oiseaux remplissent le ciel. Chaque espèce suit son propre schéma de déplacement, mais toutes dépendent en fin de compte du réseau de rivières et de canaux qui marquent le pouls du parc. Là, l'abondance de l'eau crée des oasis de vie, mais elle concentre aussi les espèces dans un espace restreint, intensifiant la compétition et forçant les affrontements pour chaque centimètre de territoire disponible. Lorsque la faune sauvage est confinée dans ses réserves d'eau, la dynamique de survie s'en trouve transformée. Les grands herbivores se rassemblent en nombre disproportionné, créant une tapisserie de corps en mouvement qui épuise rapidement les ressources immédiates. La végétation environnante est consommée à un rythme accéléré, forçant les troupeaux à se disputer les zones d'herbes résiduelles et les berges moins accessibles. Au milieu de cette surpopulation, les hiérarchies naturelles sont déformées. Les éléphants, normalement dominants dans la recherche d'eau, doivent partager leurs abreuvoirs avec les troupeaux de buffles qui ne reculent pas si facilement. Les zèbres et les antilopes les plus vulnérables sont contraints de rester en marge de l'agitation, attentifs aux moindres signes de danger. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette accumulation ne donne pas lieu à un grand festin pour les prédateurs. La raison est simple. Les concentrations extrêmes d'animaux ne dispersent pas la vulnérabilité, elles la diluent. Plus les corps sont regroupés, plus il est difficile d'isoler une victime. Les lions, avec leur petit nombre, sont dépassés par la taille des troupeaux, incapables d'isoler les individus sans s'exposer au risque d'être attaqués ou découverts prématurément. Les chiens sauvages, en revanche, étant plus dépendants de la coopération et de la furtivité, voient leur stratégie sabotée par la foule. Le bruit, la poussière et la surveillance constante de la proie rendent chaque embuscade difficile. Ce phénomène crée un effet d'entonnoir, où la survie dépend non seulement de l'abondance de nourriture, mais aussi de la capacité de chaque espèce à résister à la pression de la coexistence dans un environnement qui se rétrécit de jour en jour.
La compétition ne se joue pas seulement pour l'eau ou l'herbe, mais pour l'espace lui-même, et dans cet environnement surpeuplé. Chaque mouvement est observé, chaque tentative de chasse est conditionnée par la présence de dizaines d'yeux vigilants et nerveux. Ce qui à première vue pourrait sembler être un paradis d'opportunités se transforme en un scénario de lutte constante où la pression s'exerce sur la capacité à s'adapter à un environnement implacable. Ce flux et reflux d'extrêmes climatiques non seulement redéfinit le paysage, mais impose également des défis constants à la dynamique des populations, générant des tensions écologiques qui modifient la relation entre prédateurs et proies. Ce qui se passe dans cette région n'est pas une conséquence directe de l'intervention humaine, ni un effet du changement climatique. C'est avant tout le reflet d'un environnement où la nature ne pardonne pas les erreurs et où l'incapacité à s'adapter est punie. Dans ce scénario, les règles classiques de survie ne s'appliquent pas toujours. Lorsque la pression environnementale atteint son point critique, même les prédateurs les plus redoutés peuvent être déstabilisés. La pression environnementale à Nyerere est amplifiée par un climat tropical qui n'offre aucun répit. Chaque espèce est poussée aux limites de son endurance. Les températures peuvent augmenter fortement et les précipitations, bien qu'abondantes à certaines périodes, sont insuffisantes pour équilibrer la voracité d'un écosystème en demande constante. Cela entraîne des déséquilibres parmi les populations animales. Contrairement à d'autres écosystèmes africains où dominent les grands prédateurs, Nyerere connaît un phénomène unique. L'abondance considérable de proies contraste avec la présence réduite de prédateurs. Plus de 150 000 buffles du Cap vivent dans le parc, ainsi que 13 000 éléphants et des milliers d'antilopes, de zèbres, de girafes et d'hippopotames. En revanche, la population de lions ne dépasse pas 4 000 individus, tandis que des espèces comme le lycaon survivent en groupes fragmentés avec des chiffres inquiétants qui révèlent une situation critique. Ce déséquilibre n'est pas dû au hasard biologique. Il répond plutôt à la logique structurelle de l'écosystème. L'immensité du terrain, la densité de la végétation dans certaines zones et la diversité des micro-habitats au sein du parc rendent difficile la consolidation de vastes territoires par les prédateurs. Les lions, qui ont besoin de zones bien définies et bien visibles pour chasser en meute, se heurtent ici à des limitations naturelles. À son tour, la fragmentation spatiale empêche les chiens sauvages, qui dépendent de la coopération et de mouvements fluides, d'établir des groupes stables. Les herbivores, en revanche, ont un avantage fondamental. Leur régime alimentaire composé d'herbes, de fruits et d'eau nécessite moins d'énergie, ce qui leur permet de maintenir un rythme constant d'alimentation et de croissance même dans des conditions difficiles. Cette situation est exacerbée par les différences de cycle de reproduction. Par exemple, un zèbre peut donner naissance à un petit en seulement 1 an, tandis que les gazelles peuvent se reproduire selon des cycles encore plus courts, ce qui permet une croissance démographique rapide. Contrairement aux lions, qui doivent faire face à une période de gestation qui dure près de 4 mois et dont les petits restent dépendants de leur mère pendant au moins 1 an, retardant ainsi la croissance numérique de la meute, les chiens sauvages, de leur côté, ils traversent également des cycles de reproduction lents et complexes, ce qui limite encore davantage leur capacité à reconstituer leur population. À Nyerere, cette dynamique favorise les espèces herbivores, qui se reproduisent plus rapidement et occupent l'espace avec plus de succès. Les oiseaux, quant à eux, trouvent à Nyerere l'un des environnements les plus favorables du continent. Plus de 450 espèces vivent parmi les arbres miombo, les bords des lacs et les estuaires des rivières. Parmi eux, les aigles pêcheurs africains dominent le ciel à la recherche de poissons, tandis que les cigognes marchent le long des rives marécageuses à pas lents et précis. Les calaos, avec leur vol lourd, planent à travers la cime des arbres à la recherche de fruits, et les guêpiers, agiles et rapides, exécutent des acrobaties en attrapant des insectes en plein vol. Ils trouvent tous ici une nourriture abondante et des zones de nidification sans interférence significative. Pourquoi, dans un environnement où chaque centimètre de terre est âprement disputé, le ciel reste-t-il un refuge ouvert et généreux? Cette prédominance de l'air s'explique par l'absence relative de menaces.
Contrairement au sol, où la compétition pour la nourriture peut engendrer des conflits entre espèces, l'air demeure un espace de faible friction écologique et donc de plus grand succès reproductif. Nyerere n'est pas un territoire défini par la rareté, c'est plutôt un écosystème marqué par un déséquilibre entre l'abondance et la pauvreté. Les barrages sont non seulement nombreux, mais ils disposent également de voies d'accès à l'eau et à la végétation qui leur permettent d'éviter les zones de conflit. La végétation du Miombo, bien que peu espacée, offre une couverture suffisante à des espèces telles que le grand koudou, qui bénéficient d'un camouflage et d'une mobilité silencieuse. Pour les grands prédateurs, la situation est toutefois beaucoup plus restrictive. Leurs périodes de chasse sont moins fréquentes et plus risquées. Le léopard reste dans les zones forestières, limitant son activité à la nuit, tandis que le guépard, qui préfère les zones plus ouvertes, n'apparaît qu'en périphérie du parc, à faible densité. Cette dynamique génère une faune plus dispersée et moins territorialisée. Les affrontements entre grands carnivores sont rares. La compétition se joue silencieusement, dans la difficulté de maintenir les meutes, dans le faible taux de réussite des chasses et dans la pression exercée par les proies pour survivre en meute, avec une vigilance constante et des mouvements de masse. Dans de nombreux cas, les lions doivent se concentrer sur les proies jeunes ou errantes, car de grands groupes de buffles agissent de manière agressive et en défense collective. Il n'est pas rare que des chasseurs se blessent ou doivent abandonner leur tentative de capture après une poursuite infructueuse. Mais à Nyerere, la lutte pour la survie est rarement résolue par une seule confrontation, car l'interaction entre les espèces est définie par l'évitement et l'adaptation plutôt que par le conflit direct. Les proies dominent le paysage, se déplaçant en grands groupes, attentives à la moindre perturbation. Les hautes herbes et la végétation semi-dense rendent l'observation difficile, ce qui encourage une surveillance mutuelle constante. Ce n'est que sur les rives du Rufiji que les affrontements sont plus fréquents, mais même là, la large répartition des ressources dilue le besoin de confrontation permanente. Dans cet environnement complexe, les règles de la chaîne alimentaire ne sont pas dictées par la dominance, mais par la persistance. Nyerere est un refuge pour les espèces qui ont besoin d'espace, de silence et de voies de migration dégagées. La pression humaine est faible par rapport à d'autres aires protégées, ce qui a permis à certains mammifères de regagner du terrain, même si la situation reste fragile. Contrairement au Serengeti, où la migration est le phénomène le plus visible, à Nyerere, les mouvements sont plus discrets, cachés et fragmentés. Il n'y a pas de spectacle grandiose, mais plutôt une faune dispersée dans toutes les directions, difficile à appréhender d'un seul coup d'œil. Au lieu d'une savane ouverte, on découvre un écosystème complexe, humide et mal cartographié. Cette nature illimitée est une partie essentielle de sa nature. À Nyerere, l'équilibre ne dépend pas de la force du prédateur, mais de la résilience de la proie. Cet écosystème est marqué par une lutte silencieuse et soutenue, où l'adaptation prime sur la domination et où l'abondance devient une forme particulière de défiance. Mais que se passe-t-il alors lorsqu'un chasseur ne compte pas sur la force, mais sur l'endurance ? La réponse se glisse entre les buissons bas et l'herbe dorée, incarnée par un animal singulier qui comprend la savane comme un terrain de patience et d'épuisement. Il a une démarche fluide, un corps élancé, de longues jambes, et un regard qui ne se laisse pas facilement distraire. Sa silhouette est dépourvue de fioritures et d'extravagance, tout en lui semble parfaitement pensé pour bouger, perdurer et s'adapter. On les appelle souvent chiens de chasse, lycaons, chiens sauvages. Mais ils sont essentiellement les derniers représentants de leur lignée. Ils n'appartiennent pas au genre canis, comme les loups ou les chacals, et sont les seuls représentants vivants de leur branche évolutive. Sa lignée est ancienne. Sa structure corporelle le distingue, mince mais puissant, léger mais résistant, et surtout, il est conçu pour courir, non pas pour charger, ni pour surprendre dans l'ombre, mais pour user sa proie jusqu'à l'épuisement complet. À Nyerere, on estime qu'entre 800 et 1000 individus vivent encore. C'est l'une des populations les plus importantes d'Afrique de l'Est, mais elle n'est pas exempte de menaces. Les routes, la fragmentation territoriale, l'expansion humaine et les maladies transmises par les chiens domestiques, comme la maladie de Carré et la rage, ont réduit leur nombre dans de nombreuses régions. Pourtant ici, dans ce parc vaste et diversifié,
les chiens sauvages trouvent encore de l'espace pour déployer leur vie sociale complexe. Et cette vie commence en meute. Contrairement aux hyènes, avec lesquelles on les confond souvent, les lycaons ne s'organisent pas selon un matriarcat féroce et ne se livrent pas à de violentes disputes de pouvoir. Leur hiérarchie est stable, fonctionnelle et fondée sur la coopération. Un seul couple reproducteur élève les petits au sein de chaque groupe, mais tous les membres, sans exception, prennent soin des petits comme s'ils étaient les leurs. Ils nourrissent les jeunes, défendent le territoire et distribuent la nourriture avec un sens de l'ordre qui désarme tout préjugé. La différence avec la hyène n'est pas seulement comportementale, elle est aussi anatomique et écologique. Les hyènes ont des mâchoires plus puissantes, des griffes non rétractiles et un corps plus compact. Ce sont des charognards opportunistes, même s'ils chassent aussi en meute. En revanche, les chiens sauvages chassent presque exclusivement des proies vivantes en groupe et reviennent rarement sur une carcasse. Son museau est plus fin, son cou plus souple et, surtout, son corps est conçu pour l'endurance plutôt que pour les collisions frontales. Sa méthode est moins brutale et plus patiente. Leurs grandes oreilles circulaires sont une autre caractéristique distinctive. Aucun autre canidé ne possède des pavillons auriculaires de cette taille par rapport à son crâne. Il ne s'agit pas d'un ornement évolutif, ils remplissent une double fonction. La première est auditive. Elles leur permettent de détecter des sons faibles à grande distance, comme les pas d'une antilope ou le cri d'un autre membre du troupeau, même à plus d'1 kilomètre de distance. La deuxième raison est la température. Dans la savane, où le soleil tape fort, les grandes oreilles fonctionnent comme des radiateurs. Elles dissipent la chaleur et aident à réguler la température corporelle, essentielle lors des longues poursuites. Mais l'adaptation du lycaon ne se limite pas à sa musculature ou à la précision de ses sens. Certains détails, bien que subtils, sont des éléments clés de son processus évolutif. La longue queue, toujours dressée, joue un rôle fondamental dans la dynamique sociale et la chasse. À première vue, elle peut sembler un détail mineur, mais sur le terrain, elle constitue un véritable symbole visuel. Lors des poursuites, lorsque la végétation haute peut cacher des individus, la queue relevée permet aux membres de la meute de se suivre sans perdre la coordination. C'est un guide mobile, visible même parmi l'enchevêtrement des buissons. Mais sa fonction n'est pas seulement tactique. Dans le langage social du lycaon, la queue est un canal de communication constant. Une queue détendue traduit le calme. Un frémissement vibrant peut indiquer l'excitation ou un ordre implicite de courir. Une posture rigide avec des mouvements brefs alerte sur la présence d'un danger. Dans les interactions quotidiennes, comme les salutations ou les jeux de cohésion, la queue accompagne les gestes, renforce les liens et maintient la structure du groupe. Dans un environnement où la précision du travail d'équipe peut faire la différence entre la vie et la mort, chaque partie du corps du chien sauvage africain semble avoir été sculptée dans un but précis, même ce qui, de loin, pourrait sembler n'être qu'un ornement. En théorie, chaque rouage remplit sa fonction avec précision. Mais c'est lors de la chasse que cette machinerie prend vie, où chaque geste, chaque signal et chaque mouvement s'enchaînent dans une chorégraphie qui ne laisse aucune place à l'erreur. Comment cette perfection évolutive se traduit-elle sur le champ de bataille? À l'aube, quand l'air est encore léger et que le sol ne brûle pas, un groupe se met en route. Pas de commotion. Juste des regards, des mouvements brefs, des signaux minimes. L'un sent le vent, l'autre lève le museau, et tout le monde comprend. Au loin, parmi les buissons bas, un petit troupeau d'impalas se déplace. Il s'agit d'un groupe de jeunes, certains distraits, d'autres attentifs. Les chiens avancent, mais pas ensemble. Ils se dispersent comme un filet qui se déploie avec précision. Certains longent le flanc gauche, d'autres apparaissent de front. Ils ne se cachent pas, ils se rendent visibles. Les impalas réagissent, ils sautent, se retournent, se regroupent, et puis ils courent. C'est le signal qu'attendèrent les chiens. Ce n'est pas une course chaotique, c'est une tactique. L'un poursuit, deux poussent vers la droite, un autre avance en diagonale. Ils n'ont pas besoin de vitesse explosive, ils ont besoin de constance, ils gardent le rythme. La poussière monte, mais il n'y a ni halètement ni cri. Après plusieurs minutes de traque ininterrompue, le troupeau d'impalas se disperse. L'un des jeunes animaux s'attarde un instant, juste assez. Les chiens ne l'atteignent pas immédiatement, ils l'encerclent. Ils lui coupent les issues par des mouvements calculés, ils l'épuisent. Et lorsqu'ils finissent par bondir sur lui, ils le font sans esclandre.
C'est un acte rapide et efficace. Pas de combat, juste une mise à mort précise. Le fait remarquable se produit peu de temps après, car, étonnamment, la nourriture n'est pas monopolisée par les adultes dominants. Elle est offerte d'abord aux petits, puis aux autres. Les membres restés sur place, gardant la tanière, recevront également de la nourriture plus tard, régurgitée par ceux qui ont participé à la chasse. Il n'y a pas de dispute, pas d'aboiements agressifs, juste des tours de rôle et une harmonie qui contredit l'image féroce, souvent associée aux prédateurs africains. Leur style de chasse reflète également cette mentalité de meute. Chacun collabore, chacun obéit à une logique commune. Aucun chef n'impose ses décisions par la force. Le couple alpha guide, mais ne domine pas. Et quand l'un d'eux tombe, les autres ne l'abandonnent pas facilement. On a vu des espèces transporter de la nourriture sur des kilomètres pour nourrir un compagnon blessé, ou rester avec un chiot malade bien plus longtemps que la logique biologique ne le permettrait. Cette cohésion sociale, cette efficacité silencieuse, est l'une des raisons pour lesquelles l'espèce a survécu malgré la pression humaine. Mais c'est aussi leur plus grande fragilité. Un groupe démembré ne se reconstitue pas facilement. Si trop d'adultes meurent, si un virus s'infiltre dans le troupeau, ou si les pistes de bétail interrompent leur parcours de chasse, le système se fissure. Le chien sauvage n'est pas un loup solitaire. Il ne peut survivre sans sa meute. À Nyerere, on peut encore apercevoir des patrouilles de 10, 15 ou 20 individus. Silhouettes tachetées, corps légers, oreilles en alerte, évoluant au gré du vent. Chaque rencontre nous rappelle qu'il est encore possible de préserver la complexité, le collectif, la vulnérabilité. Ici, dans ces plaines où tout semble éternel et pourtant tout change, le chien sauvage continue de tracer son chemin. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas besoin de la précision d'une équipe? Qu'arrive-t-il aux espèces qui ont trouvé leur plus grande force dans l'immobilité? Alors que les prédateurs chasseurs coopératifs connaissent un déclin silencieux, les herbivores trouvent à Nyerere un cadre inhabituel pour leur expansion. Le lycaon, spécialiste de la chasse collective, peine à maintenir ses effectifs dans un environnement qui favorise la vigilance et le regroupement des proies. En revanche, des espèces comme l'hippopotame prospèrent avec une stabilité rarement observée ailleurs sur le continent. Au cœur de Nyerere, le système fluvial Rufiji et ses nombreux lacs forment un écosystème où l'hippopotame a trouvé un habitat exceptionnellement favorable. La présence constante d'eau permet aux hippopotames de maintenir un horaire d'alimentation constant et une thermorégulation efficace pendant leurs heures de repos dans l'eau. Leur fourrure épaisse, qui peut mesurer plusieurs centimètres, agit comme une barrière naturelle pour retenir l'humidité et les protéger de la chaleur intense. Cette adaptation physiologique est non seulement essentielle à leur survie quotidienne, mais est également complétée par un comportement social qui minimise le risque de prédation. Organisés en groupes territoriaux qui défendent agressivement leurs membres et l'espace qu'ils occupent, ces individus consolident un système de protection collective qui limite les menaces extérieures. D'un point de vue évolutif, l'hippopotame représente un cas curieux et révélateur. Bien que strictement herbivore, l'hippopotame présente une anatomie qui transcende la passivité de son régime alimentaire. Son corps massif, ses mâchoires puissantes et ses défenses acérées ne sont pas des outils de chasse, mais plutôt des outils de défense et de compétition. Cette combinaison de force et d'endurance se reflète chez d'autres grands herbivores du continent, comme le gorille, qui, bien qu'il se nourrisse presque exclusivement de végétation, a développé une musculature impressionnante et une capacité digestive spécialisée pour traiter la cellulose à haute densité. Dans les deux cas, l'anatomie répond moins à la prédation directe qu'au besoin de maintenir un corps capable de faire face aux pressions physiques de son environnement, qu'il s'agisse de menaces extérieures ou de conflits au sein même de l'espèce. Cette combinaison d'adaptation se reflète clairement dans la dynamique territoriale maintenue par ces spécimens à Nyerere. Chaque groupe sécurise et patrouille des zones définies, où les mâles dominants gardent et défendent farouchement les limites de leur territoire. Cela garantit l'accès aux ressources essentielles et aux espaces de reproduction, tout en évitant la surpopulation locale qui pourrait affecter la disponibilité alimentaire. Cet équilibre n'est cependant pas immuable. Dans un environnement où l'eau définit des frontières, une sécheresse prolongée suffit à mettre à mal les règles de coexistence.
Que se passe-t-il alors lorsque les canaux se rétrécissent et que les bassins deviennent les derniers refuges disponibles? Dans ces circonstances, la dynamique sociale au sein des groupes d'hippopotames devient encore plus rigide. Les hiérarchies, qui en période d'abondance assurent une coexistence stable, deviennent des mécanismes de contrôle féroce des ressources. Les mâles dominants intensifient leur vigilance, régulant l'accès aux zones de repos et aux rares plans d'eau avec une agressivité croissante. Cette vigilance ne se limite pas aux rivaux de leur propre espèce. Ils étendent également leur défense contre des intrus potentiellement dangereux comme les crocodiles, qu'ils affrontent avec la même détermination. Cependant, aussi stricte soit-elle, cette surveillance n'en impose pas moins aux limites de l'eau leurs propres règles. Contrairement à d'autres herbivores, qui réagissent à la sécheresse en entreprenant de longues migrations à la recherche de nouveaux pâturages, les hippopotames sont plus étroitement liés à l'eau. Leurs déplacements sont courts, conditionnés par la permanence des plans d'eau, ce qui constitue un modèle qui a un coût très élevé. À mesure que les options se réduisent, la concentration des individus dans les mêmes espaces augmente, intensifiant la concurrence directe. Les mâles subordonnés, les femelles avec leurs petits et les juvéniles en croissance sont obligés de partager des zones de repos de plus en plus petites où chaque parcelle d'ombre et chaque accès à l'eau douce deviennent une source de tension. C'est là que les adaptations physiologiques de l'hippopotame, comme sa capacité à retenir l'humidité à travers sa peau et ses habitudes de pâturage nocturne, s'avèrent essentielles à sa survie. Aux heures les plus chaudes de la journée, l'eau constitue leur principal refuge thermique. Malgré cela, leur taille peut être si disproportionnée qu'ils ne parviennent souvent pas à s'immerger complètement, laissant de larges zones de leur dos et de leur tête exposées au soleil pendant de longues périodes, ce qui en fait des zones critiques pour la déshydratation et le risque de coups de soleil. Pour contrer ces effets, les hippopotames sécrètent un fluide huileux aux propriétés protectrices qui agit comme une barrière contre le rayonnement solaire et aide à retenir l'humidité de leur peau, évitant ainsi les dommages qui pourraient compromettre leur santé. Ces adaptations physiologiques sont encore plus vitales dans un environnement où la pression des prédateurs est faible. Un facteur qui influence de manière décisive la dynamique de la population d'hippopotames. Les lions et les chiens sauvages, bien qu'ils soient des chasseurs experts, affrontent rarement des adultes en bonne santé en raison de la force et de l'agressivité de ces grands herbivores. Cet équilibre entre adaptation physiologique et contexte écologique fait référence à un passé évolutif qui définit le caractère unique de l'hippopotame dans l'écosystème actuel. D'un point de vue évolutif, les hippopotames sont les descendants d'ancêtres semi-aquatiques qui se sont adaptés à un mode de vie étroitement lié à l'eau et à la végétation riveraine. Contrairement aux autres ongulés terrestres, sa lignée a développé une combinaison unique de caractéristiques adaptées à la vie dans et hors de l'eau, consolidant un régime strictement herbivore mais avec une anatomie défensive qui assure sa survie. Cet équilibre entre alimentation, défense et adaptation environnementale est le résultat d'une pression sélective constante qui a façonné une espèce parfaitement intégrée dans l'écosystème complexe de Nyerere. Cependant, cet équilibre peut être fragile. Dans l'ombre de ce vaste territoire, les tensions entre la vie et la mort se déploient silencieusement, souvent imperceptibles pour ceux qui les observent de loin. Que se passe-t-il lorsque le calme apparent des eaux cache un danger inattendu et que la patience du prédateur se traduit par une opportunité cachée? À la surface du fleuve Rufiji, la tranquillité est trompeuse. À première vue, tout ressemble à un miroir d'eau trouble, immobile et pesante, parsemé de nénuphars et d'ombres vertes reflétées par le rivage. Mais sous cette épaisse couche de boue en suspension glisse une présence silencieuse, à peine trahie par les petites îles formées par ses narines et ses yeux dépassant de l'eau. Presque entièrement submergée, sa silhouette est floue, déroutant l'œil non averti. Dans ces eaux, la différence entre la vie et la mort réside souvent dans la capacité à interpréter correctement ce qui est invisible. Une hyène solitaire s'approche du rivage. La chaleur de midi la pousse à chercher de la nourriture là où les options semblent rares. Au milieu du jeu des reflets, il aperçoit une petite silhouette statique, à moitié submergée. C'est une masse amorphe qui pourrait être n'importe quoi, mais pour la hyène, toujours affamée, elle représente une opportunité. Elle patauge dans l'eau à pas lents, la boue piégeant chacun de ses mouvements.
Mais la promesse d'une proie faible, peut-être un veau isolé, l'a fait avancer. Mais ce qu'il n'a pas encore réalisé, c'est qu'il a commis une erreur fatale. Il a sous-estimé l'ampleur de son adversaire et dans un instant qui brise le silence, la silhouette s'élève de l'eau. Le corps de l'hippopotame émerge dans une ascension imparable, révélant une masse de muscles et d'os 2 fois plus grande que celle de l'intrus. La hyène, coincée dans la boue, tente de se retourner, mais sa manœuvre est maladroite. L'hippopotame ne faiblit pas. Il avance à une vitesse qui dément sa taille, creusant des sillons dans l'eau à chaque foulée puissante. Le charognard s'échappe, haletant, poursuivi par le regard sévère de l'hippopotame, qui n'oublie ni ne pardonne l'insolence. Dans un dernier effort, la hyène parvient à se libérer de la boue et à atteindre le rivage, trempé et essoufflé. Sa fuite est chaotique mais suffisante, il ne s'est échappé que quelques secondes, laissant derrière lui les traces d'une erreur qui, à un autre moment, aurait pu lui être fatale. À Nyérer, l'apparence est une arme, et aujourd'hui la hyène l'a appris à ses dépens. Quelques minutes plus tard, alors que la rivière retrouve son sommeil, un groupe de petits becs de bœuf descend des arbres riverains. Sans peur, il se perche sur le dos de l'hippopotame. Il marche le long de son dos comme s'il s'agissait d'une île flottante, picorant rapidement, arrachant de minuscules fragments de sa peau craquelée. L'hippopotame, qui quelques instants auparavant était en proie à une rage folle, reste maintenant immobile, indifférent, laissant les oiseaux effectuer leur travail minutieux. Pourquoi ce géant qui ne tolère pas l'intrusion d'un prédateur accepte-t-il sans protester la présence de ces minuscules visiteurs? Cette relation mutuelle est l'une des plus anciennes et des plus efficaces de l'écosystème. Chaque oiseau trouve sa nourriture dans la peau abîmée de son hôte, en extrayant parasites, larves et bactéries qui, s'ils s'accumulent, pourraient se déclencher de dangereuses infections. Pour l'hippopotame, c'est une forme vitale de nettoyage, une forme d'entretien biologique qui lui permet de garder sa peau saine dans un environnement où les blessures, la boue et l'humidité constante constituent une menace latente. Le même fleuve qui a été le théâtre de violences devient également un espace de coexistence silencieuse. Autour de l'hippopotame, des bandes de canards nagent tranquillement, profitant des eaux agitées. Il n'y a pas de pacte explicite, mais tous deux savent que cette interaction est bénéfique. Lorsque les hippopotames pataugent dans le lit de la rivière, ils soulèvent des sédiments riches en matière organique, ramenant à la surface de petits organismes dont les oiseaux se nourrissent. L'hippopotame ne gagne ni ne perd dans cet échange, mais sa présence est essentielle pour maintenir cette dynamique. Il s'agit d'un commensalisme pratique fondé sur l'indifférence et l'abondance des ressources. Parfois, cette même coexistence s'étend à d'autres géants. Les crocodiles du Nil, qui partagent les mêmes eaux, entretiennent une relation de respect tendue avec les hippopotames. Ce n'est ni une alliance, ni une guerre, simplement une coexistence. Malgré leur férocité, les crocodiles évitent toute confrontation directe avec les hippopotames adultes. Ce n'est pas seulement une question de taille, mais de tempérament. Territoriaux et imprévisibles, les hippopotames ne supportent aucune provocation dans leur environnement immédiat. Tant que le territoire et les ressources sont suffisants, la paix est préservée. Mais si un crocodile ose s'approcher suffisamment, la réaction de l'hippopotame est immédiate et dévastatrice. La hiérarchie invisible de Nyérer repose sur ses codes. L'hippopotame n'a pas besoin d'afficher constamment sa force. Sa seule présence suffit à façonner la dynamique du fleuve. Chaque espèce partageant son espace connaît ses limites. Les hyènes apprennent à respecter sa distance. Les oiseaux y trouvent un refuge mobile et les crocodiles acceptent sa suprématie comme un fait non négociable. Dans un écosystème où la compétition se résout souvent par la violence, l'hippopotame fixe ses règles différemment. Il ne chasse pas, il n'a pas besoin de traquer, mais il exerce un contrôle absolu sur son territoire, déterminant tyranniquement qui peut s'approcher et qui doit s'éloigner. Les alliances qu'il permet sont fondées sur l'utilité et non sur l'affinité. Sa coexistence avec les oiseaux est un exemple de coopération intéressée, mais aussi de sagesse évolutionniste. Dans la nature, les pactes ne reposent pas sur la loyauté, mais sur un bénéfice mutuel. Cependant, si cette stabilité persiste dans l'eau, dans d'autres parties du parc, l'équilibre est plus fragile et dynamique.
Toutes les espèces ne bénéficient pas du même contrôle sur leur environnement, ni de la même facilité à s'adapter aux changements à venir. Les grands prédateurs, autrefois maîtres incontestés de ces terres, sont désormais confrontés à un scénario qui remet en cause leur suprématie et redéfinit leur rôle au sein de l'écosystème. Comment le roi de la savane s'adapte-t-il lorsque les règles qu'il dictait autrefois commencent à changer? Pendant des siècles, le lion a occupé une place incontestée au sommet de l'imaginaire africain. Symbole de force et de domination, il était représenté comme le sommet suprême de la chaîne alimentaire. Cependant, dans les plaines et les savanes du parc national de Nyerere, quelque chose est en train de changer. Loin du récit héroïque qui les entoure habituellement, les lions sont ici confrontés à l'un de leurs plus grands défis. Ils ne chassent plus aussi fréquemment qu'avant, et la pression d'un nouvel équilibre écologique les pousse aux marges d'un territoire qu'ils dominaient autrefois avec facilité. Le déclin de la population de lions dans le parc n'est pas dû à une cause unique, mais plutôt à une combinaison de facteurs silencieux mais cumulatifs. La fragmentation de l'habitat, un déclin relatif des proies accessibles et une augmentation des maladies contagieuses sont tous présents. Mais ce qui est le plus significatif est un autre phénomène, l'organisation défensive croissante des herbivores. À Nyerere, les groupes de proies ont commencé à faire pencher la balance. Aux États-Unis, les lions subissent les conséquences de cette situation. Les chasses fructueuses, qui marquaient autrefois le rythme de la vie sociale, se font désormais plus rares. Les pénuries alimentaires altèrent la chimie du groupe. Des tensions apparaissent entre les femelles, les alliances entre les membres de la famille s'affaiblissent et les mâles dominants sont constamment mis au défi par des mâles plus jeunes qui détectent des signes de faiblesse. La hiérarchie devient instable lorsque la nourriture se fait rare et que les rugissements de la nuit, plutôt que d'annoncer le pouvoir, trahissent la faim. Mais leur corps n'est pas le seul à souffrir. Leurs stratégies sont également mises à l'épreuve dans un environnement de plus en plus exigeant, car les proies ont depuis longtemps cessé d'être de simples cibles. Les zèbres, entre autres, effectuent des rotations de surveillance aux abords du troupeau, tandis que les gnous maintiennent des schémas de déplacement imprévisibles qui rendent difficile toute prédiction pour leurs chasseurs. Les buffles, quant à eux, agissent comme une unité compacte et défensive qui protège ses petits avec une discipline implacable. Il ne suffit plus d'être furtif. Les lions doivent s'adapter à une intelligence collective de plus en plus exigeante et qui ne laisse aucune faiblesse à découvert. Comment font-ils face à la chasse lorsque chaque proie agit avec une telle coordination et une telle vigilance? Un après-midi chaud, dans les vastes plaines près de la rivière Rufiji, la saison des migrations atteint son apogée. C'est l'une des périodes les plus cruciales de l'année pour les proies, qui parcourent de grandes distances à la recherche de ressources rares en raison de la sécheresse. Pour les lions, cette mobilisation de masse représente une occasion rare et précieuse de se nourrir. Au milieu de cette scène, un troupeau de félins détecte un groupe de gnous et de zèbres se déplaçant lentement vers le sud. Plus de 200 animaux avancent comme une masse ondulante, laissant des traces que les chasseurs suivent depuis des jours. Cachés derrière une modeste élévation du terrain, ils observent dans un silence complet. Le vent tourne en leur faveur. Tout semble réuni pour une attaque parfaite. Le groupe se met en rang. 2 lionnes prennent la tête à gauche. Une autre prend position sur le flanc opposé. Derrière, un jeune homme attend le signal. Chacun connaît son rôle. L'intention est claire. Couper l'arrière-garde, isoler un individu et le coincer avant que le groupe ne réagisse. Mais dès le début de l'attaque, quelque chose se produit. Une foulée précipitée, un bruit mal calculé ou simplement la sensibilité accrue de la proie. La réaction est immédiate. Une débandade. Il n'y a pas de désordre, mais une masse qui tourne comme une vague bien entraînée. Les lions tentent de les intercepter, mais la vitesse et la densité du groupe les submergent. Chaque animal semble protégé par un mur de corps. Même les jeunes les plus lents sont entourés d'adultes qui bloquent toute tentative de les séparer. L'une des lionnes charge sur ce qu'elle croit être une ouverture, mais elle est prise dans le tourbillon. Poussée et malmenée, elle peine à reculer. Son flanc droit saigne suite à un coup de pied mal reçu. Lorsque la poussière retombe, le groupe de prisonniers a déjà traversé le champ. Les lions furent abandonnés, seuls, épuisés et sans récompense.
La frustration se manifeste de manière tangible. Muscles fatigués, sans énergie pour récupérer, estomac vide, mouvements imprécis. Dans les jours qui suivent, la meute est obligée de recourir à des proies plus petites, des lézards, des traînards ou des restes abandonnés. Mais la densité protéique de ces sources n'est pas suffisante pour maintenir la condition physique du groupe. Les lionceaux s'affaiblissent et les lionnes plus âgées commencent à perdre de la masse musculaire. La chasse coopérative, qui exige force, endurance et coordination précise, commence à échouer de plus en plus fréquemment. Et ce cas n'est pas unique. Le même schéma se répète dans d'autres zones du parc. Des meutes entières se sont retirées dans des zones marginales et moins fertiles où elles rivalisent avec les hyènes et les chacals pour des ressources minimales. Le rugissement du lion, autrefois expression de domination sur le paysage, est désormais plus sporadique, plus prudent. Ce n'est pas la fin du lion, mais c'est une transition inévitable vers l'extinction. Ces dernières années, l'équilibre des pouvoirs dans les plaines de Nyérer a commencé à changer. Les grands félins ne règnent plus en maîtres. Le silence qui suit une bousculade ne laisse pas toujours derrière lui un corps immobile. De plus en plus, les prédateurs se retirent le ventre vide, tandis que les herbivores, loin d'être de simples proies, démontrent l'efficacité d'une évolution qui perfectionne chaque détail. Une vision périphérique plus nette, des temps de réaction plus rapides, une mémoire spatiale précise et une organisation de groupe qui se renforce à chaque tentative de chasse ratée. Gnous, zèbres, buffles, impalas, girafes, des espèces différentes, mais unies par une stratégie qui transcende l'instinct individuel, la coopération. Ce qui à première vue semble être une masse chaotique de corps en fuite est en réalité un système qui réagit aux menaces avec une précision surprenante. Lors de la migration, gnous et zèbres partagent les mêmes itinéraires, les mêmes rivières et les mêmes prairies. Ils ne forment pas d'alliance consciente, mais leur coexistence fonctionnelle optimise leur vigilance. Les gnous détectent le danger grâce à leur ouïe fine. Les zèbres l'anticipent grâce à leur vue prodigieuse. Ensemble, ils forment une synergie qui réduit les erreurs. Un lion peut choisir sa proie, mais il prédit rarement la réaction du groupe. La coopération existe également entre égaux. Certaines espèces, comme le buffle du Cap, réagissent collectivement lorsqu'un individu est attaqué. Une meute peut se retourner, former un cercle et lancer une contre-attaque qui désoriente même le chasseur le plus habile. D'autres, comme les impalas, tirent profit du maintien d'effectifs élevés, ce qui dilue statistiquement le risque. La stratégie, bien que différente, suit la même logique. Résister sans affrontement, survivre sans risquer plus que nécessaire. Cette intelligence collective a commencé à faire pencher la balance. Aujourd'hui, les chasseurs échouent plus souvent, mais tout le monde ne baisse pas les bras face à cette nouvelle perspective. Certains lions, les plus expérimentés, sont des mâles qui ont assisté à l'ascension et à la chute de plusieurs territoires. Ils affinent leur technique, s'isolent, perfectionnent leur embuscade et attendent. Ils sont moins nombreux, mais lorsqu'ils décident d'attaquer, ils le font avec une précision brutale. Parfois, un seul suffit à briser les défenses d'une meute entière. Ces moments sont rares, mais intenses. Un seul rugissement peut changer le cours d'une journée. Parallèlement, une nouvelle génération de lions émerge à Nyérer, en marge de la réserve. Ce sont les jeunes lions qui ont été repoussés, ceux qui n'ont pas encore conquis leur territoire, errants, agités, agressifs. Ils attaquent non pas méthodiquement, mais avec urgence. Si l'un d'eux parvient à chasser, il gagne plus que de la nourriture. Il a une chance, démontrer qu'il peut briser l'ordre ancien, qu'il peut être celui qui occupera le centre de la plaine. Mais dans un écosystème où chaque goutte et chaque pouce comptent, que se passe-t-il lorsque le conflit n'oppose pas le chasseur à sa proie, mais ceux qui, en théorie, devraient être du même côté? Lors des années de faibles précipitations, les points d'eau deviennent des arènes de compétition ouvertes. Au bord des étangs, les corps des zèbres se bousculent, s'entrechoquent dans une danse de bousculade pour une place au bord de l'eau. Plus loin, des groupes de gnous avancent avec des charges courtes et insistantes, déplaçant leurs rivaux pour accéder à la boue humide où poussent encore de tendres tiges. Des profondeurs du lit asséché de la rivière, les éléphants creusent des terriers avec la force accumulée au fil des siècles. Leur simple présence impose des retraites. Ils avancent sans violence, mais avec une autorité qui reconfigure l'ordre à chaque pas. Cependant,
Même cette domination peut être remise en cause si la chaleur persiste trop longtemps. Dans la canopée, les girafes tendent le cou vers les dernières feuilles intactes, mais elles n'y trouvent pas toujours l'exclusivité qu'elles recherchent. Autour d'elles, Kudus et Impalas tentent d'atteindre les branches les plus basses, et même les zèbres, réticents à céder, osent les défier pour la nourriture. Le conflit ne s'intensifie pas toujours, mais il existe. Bousculades, grognements, urines et marques fécales délimitent les territoires disputés, mais il y a des jours où la pénurie ne permet pas de négocier. Une jeune girafe inexpérimentée tend le cou vers un buisson bas, ignorant qu'un autre convive l'a déjà accaparé. Un koudou mâle, plus petit mais déterminé, lève la tête d'un geste bref, presque mécanique. Aucun signe avant-coureur. Juste un mouvement brusque. Les bois heurtent les pattes avant de la girafe, qui trébuche, forcée de reculer. Ce n'est pas un combat. Pas de poursuite. Juste l'élan d'une compétition qui ne laisse place à aucune distraction. À Nyerere, chaque espace, chaque feuille, chaque goutte doit être défendu avec la conviction que ce sera peut-être le dernier. Et pourtant, lorsque la pénurie atteint son point de rupture, les confrontations individuelles ne suffisent plus. Les foules se mobilisent. Chaque année, des milliers d'individus entreprennent des migrations à la recherche d'espaces plus verts, mais la capacité à anticiper ces mouvements varie selon les espèces. Les premiers à rompre l'immobilité sont les zèbres. Leur groupe compact et discipliné entame leur marche avec un objectif clair, s'éloigner des zones déjà broutées avant que la pénurie ne devienne irréversible. Leur mémoire d'itinéraire et leur sens de l'orientation les conduisent à éviter les zones appauvries. Derrière eux, telle une ombre organisée, les gnous avancent. Ils suivent les sentiers dégagés, profitant des pistes ouvertes, même si leur dépendance aux traces des autres est une arme à double tranchant. Lorsqu'ils arrivent trop tard et que l'herbe est complètement détruite, ils ne s'arrêtent pas. Ils cherchent d'autres pâturages moins fréquentés, s'éloignant parfois de leurs itinéraires habituels, risquant de ne pas trouver suffisamment de nourriture. Cette adaptabilité est essentielle à leur survie. Ces mouvements constants et cette pression sur les ressources marquent un rythme invisible qui soutient la vie à Nyerere. La migration n'est pas seulement un voyage physique, mais aussi le reflet d'un écosystème qui se réinvente à chaque étape, où chaque individu contribue à la dynamique de l'ensemble. Et les conséquences de ce nouvel ordre se font sentir jusque dans les aspects les plus fondamentaux, la reproduction. Ces dernières années, les taux de natalité chez les herbivores ont augmenté. Les jeunes survivent au-delà des premières semaines. Les mères ont un accès plus constant à la nourriture et à l'eau. L'écosystème semble connaître un cycle favorable à ceux qui ne chassent pas mais s'échappent. Mais cette prospérité ne durera pas indéfiniment. La population de prédateurs, bien que déclinante, demeure une menace réelle. D'autant plus lorsque les conditions deviennent défavorables. Une saison sèche particulièrement rude peut pousser les carnivores à former des alliances inhabituelles, à prendre des risques plus importants, à attaquer sans attendre le moment idéal. Et là, à cette frontière où le succès des uns rencontre la fin des autres, c'est là que se définit le véritable cœur de Nyerere. Pas dans la chasse parfaite, ni dans la glorieuse débandade, mais dans la friction constante entre des stratégies qui cherchent, chacune à sa manière, à continuer d'exister. Mais tandis que les tensions s'intensifient sur Terre, une autre histoire se déroule silencieusement, flottant au-dessus de cette concurrence acharnée. Que se passe-t-il là-haut, où les règles du pays semblent n'avoir aucun poids? Dans la vaste étendue du parc national, où la savane s'entremêle au lagon et où la rivière Rufiji serpente comme une artère vitale, les oiseaux ont trouvé non seulement refuge, mais aussi suprématie. Alors qu'au sol, la lutte pour la survie devient de plus en plus incertaine, au-dessus, la domination est claire et absolue. Nyerere est un paradis de contrastes. Son relief, fragmenté en une mosaïque d'îles fluviales, de forêts riveraines et d'estuaires calmes, crée une architecture naturelle propice aux oiseaux. Les grands arbres, comme les acacias et les tamariniers, offrent des points de vue stratégiques. Les roselières denses sur les rives des lagunes offrent une couverture impénétrable, et les étendues d'eau ouvertes permettent des manœuvres de chasse impossibles dans d'autres écosystèmes africains. La clé du succès des oiseaux à Nyerere ne réside pas seulement dans l'abondance de nourriture, mais dans la diversité des niches que cet écosystème offre. Dans les eaux, poissons et amphibiens nourrissent martins pêcheurs, hérons et hiboux de pelle.
En bordure et dans les clairières, insectes, petits reptiles et mammifères sont la proie de rapaces comme l'aigle couronné. Et dans le ciel, l'air devient une autoroute et une scène où les espèces se déplacent librement, sans être gênées par les barrières terrestres. Fleuve Rufiji est un véritable pourvoyeur. Ses eaux riches en nutriments soutiennent une chaîne alimentaire qui commence avec les bancs de poissons et s'étend jusqu'aux oiseaux les plus spécifiques. Mais ce qui rend Nyerere unique, c'est la façon dont ces oiseaux ont appris à lire chaque détail de leur environnement. Ils détectent les variations du niveau de l'eau, perçoivent la luminosité d'un banc de poissons à des dizaines de mètres de distance et ajustent leur trajectoire de vol en fonction des pulsations de l'écosystème. Ce n'est pas le hasard, c'est une connaissance acquise au fil des générations. Les oiseaux Nyerere ont perfectionné des stratégies de coexistence qui leur permettent de partager un territoire sans concurrence destructrice. Des colonies de hérons nichant en commun, des martins pêcheurs occupant différentes hauteurs dans le même arbre, des aigles définissant leur rayon de chasse pour éviter les interférences. La structure verticale du parc, avec son réseau de branches, d'eau et de ciel ouvert, permet à chaque espèce de trouver son propre espace, en ajustant son comportement pour maximiser le succès et minimiser les conflits. Cette coopération se traduit également par une synchronisation des activités. Dès les premiers rayons du soleil, les hérons se rassemblent en mouvements chorégraphiés à la recherche de nourriture. Au même moment, les martins pêcheurs, maîtres du détail, planifient des itinéraires en zigzag à quelques centimètres de l'eau, tandis que, tout là-haut, les aigles couronnés décrivent de larges cercles, observant en silence. Cette coordination ne résulte pas de pacte, mais plutôt d'une spécialisation perfectionnée au fil des générations. Chaque espèce a peaufiné son timing, son altitude de vol et sa technique de chasse afin de minimiser la concurrence directe. Les hérons préfèrent les clairières à l'aube, lorsque la lumière favorise leur vision en eau peu profonde. Les martins pêcheurs profitent du calme matinal, avant que le vent ne perturbe la surface. Les aigles, quant à eux, patrouillent depuis les airs, couvrant des zones inaccessibles aux autres, chassant des proies qui coïncident rarement avec celles de leurs voisins ailés. Cette danse de spécialisation évite non seulement les confrontations inutiles, mais transforme également le ciel en un territoire où la compétition se transforme en pure efficacité, libérant les oiseaux des restrictions qui emprisonnent les chasseurs au sol. Car tandis que les lions et les chiens sauvages dépendent de zones de chasse accessibles, les oiseaux affichent une carte en 3 dimensions où les limites du terrain n'ont aucune importance. Ils peuvent se déplacer à la recherche de nourriture, nicher dans des endroits sûrs et modifier leur habitat en fonction des variations climatiques ou saisonnières. La fragmentation de l'habitat, qui touche tant de prédateurs terrestres, n'a pas le même impact sur ceux qui peuvent parcourir de longues distances en quelques minutes. Cependant, la vie dans les airs n'est pas un simple ballet de réussite. Les oiseaux sont également confrontés à des défis. Les crues imprévisibles du Rufiji peuvent anéantir les colonies nicheuses et la compétition en haute altitude, bien que réglementée, reste une lutte silencieuse. Les espèces résidentes, qui connaissent chaque recoin du parc, ont un avantage certain sur les espèces migratrices, qui dépendent de routes et de cycles parfois modifiés par de subtils changements climatiques. À Nyerere, la réussite des oiseaux repose sur une équation entre mobilité, perception et adaptabilité. Leur intelligence spatiale, leur capacité à interpréter les schémas de répartition des poissons, leur synchronisation collective et leur capacité à repenser leurs itinéraires jour après jour leur ont permis de prospérer dans un environnement qui, bien que foisonnant de vie, est soumis à d'incessantes fluctuations. Quand la Terre devient un champ de batailles imprévisibles, l'air reste un royaume d'opportunités. Les oiseaux ont compris mieux que quiconque comment tirer parti de la verticalité de Nyerere, comment construire une stabilité dans les hauteurs de plus en plus difficiles à atteindre au sol. Et dans cette même verticalité, il y a des chasseurs qui en profitent jusqu'à son expression maximale. Oiseaux de Nyerere ne recherchent ni charognes, ni poissons, ni amphibiens. Leurs proies sont des vertébrés plus grands, des singes, des oiseaux de taille moyenne et parfois même de jeunes antilopes. Mais aujourd'hui, son attention est focalisée sur un objectif différent. D'en haut, leurs yeux, capables de discerner d'infimes mouvements à des centaines de mètres, détectent une clairière parmi les cimes des arbres. Là, une famille de pintades gambade sans méfiance, profitant du couvert des sous-bois.
Mais l'avantage de la hauteur ne permet pas de se tromper. L'aigle replie ses ailes et tombe comme une flèche. L'ombre effleure à peine le sol lorsque l'impact se produit. Les griffes acérées se referment sur la victime avant même que le premier cri ne puisse résonner à travers le fourré. Les autres pintades s'enfuient, mais la scène se termine en quelques secondes. Pas de poursuite, pas d'effort physique, juste l'application d'un avantage absolu, la domination aérienne. L'aigle ne reste pas longtemps là. En quelques battements d'ailes, il soulève sa proie et la transporte jusqu'à un nid caché, tout en haut. Cette chasse réussie et apparemment sans effort ne repose pas seulement sur les compétences individuelles, mais aussi sur la liberté que leur donne le vol pour dominer un territoire de plus en plus difficile à contrôler au sol. En période de sécheresse, lorsque les cours d'eau s'assèchent et que les troupeaux migrent à la recherche de pâturages plus verts, l'aigle couronné ne dépend pas d'itinéraire prévisible ni de proie stationnaire. Il peut quitter Nyerere si nécessaire et disputer des territoires à d'autres oiseaux de rang inférieur dans des zones plus fertiles. Cette dominance aérienne explique en partie la prospérité des oiseaux à Nyerere. Leur mobilité absolue leur permet de contourner la pénurie, de s'adapter aux fluctuations saisonnières et de maximiser les ressources dispersées sur le territoire. Contrairement aux prédateurs terrestres, liés au rythme des migrations et à la rudesse de la compétition au sol, les oiseaux peuvent exploiter des micro-habitats temporaires, une mare éphémère, une concentration d'insectes, un banc de poissons piégés dans un méandre de la rivière. Outre cette mobilité, l'abondance et la diversité de l'eau constituent un pilier fondamental de sa réussite. À Nyerere, les zones humides ne sont pas une exception, mais une constante. Les pluies saisonnières, combinées aux crues du Rufiji, créent un labyrinthe de lagunes interconnectées, où la vie aquatique se multiplie à chaque cycle. Les oiseaux trouvent dans ces espaces une source inépuisable de nourriture et un refuge sûr. Tout n'est pas qu'abondance passive. La coopération et l'intelligence jouent également un rôle crucial. Certaines espèces, comme certains hérons, profitent de l'ombre des grands arbres pour chasser les insectes qui se réfugient dans leurs feuilles, tandis que d'autres, comme certains rapaces, patrouillent en couple, parcourant de plus vastes zones à la recherche de proies. L'efficacité ne réside pas seulement dans l'anatomie, mais aussi dans la capacité à adapter ses habitudes aux opportunités momentanées. Le contraste avec les prédateurs terrestres devient de plus en plus évident. Alors qu'ils voient leur domaine restreint par la fragmentation de leur habitat et la pression humaine, les oiseaux trouvent dans le ciel un territoire sans frontières. Leurs itinéraires ne connaissent aucune limite et leurs proies, dispersées mais abondantes, garantissent un cycle alimentaire plus stable. À Nyerere, voler ne se résume pas à se déplacer. C'est le privilège de pouvoir décider quand partir, où aller et quelles opportunités exploiter. Le succès des oiseaux dans cet écosystème n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit de millions d'années d'adaptation à un environnement qui privilégie la mobilité et une perception fine. Mais que se passe-t-il lorsque certaines espèces ailées ne peuvent pas se permettre ce luxe ? Alors que les hérons, les martins-pêcheurs et les aigles couronnés profitent de l'abondance des rivières et des lagunes, d'autres oiseaux sont confrontés à des terrains de plus en plus défavorables. Le vautour, symbole incontournable de la chaîne alimentaire africaine, est confronté à un défi silencieux mais implacable. Contrairement aux espèces qui chassent, pêchent ou cueillent, son existence dépend de ce que les autres laissent derrière eux. Dans cet écosystème, où les proies prospèrent et les prédateurs sont en déclin, le vautour subit les conséquences directes. Le déclin des troupes de lions et la situation critique des lycaons ont considérablement réduit la quantité de charognes disponibles. Pour un oiseau qui ne chasse ni ne tue, la rareté des restes se traduit par un territoire plus vaste à patrouiller et une concurrence féroce pour chaque opportunité qui se présente. À première vue, on pourrait croire qu'un parc de plus de 30 000 km² garantit des ressources inépuisables. Mais la dynamique actuelle de Nyerere a changé la donne. La stratégie des vautours se concentre désormais sur la recherche d'endroits où les chances sont les plus élevées. Les rives où se cachent les crocodiles, les carcasses d'éléphants ou de buffles qui succombent à des causes naturelles et, dans une moindre mesure, la poursuite de prédateurs solitaires comme les hyènes errantes, dans l'espoir d'abattre une proie. L'adaptation du vautour ne repose pas sur la vitesse ou l'agressivité, mais sur l'efficacité. D'une hauteur insurmontable, il scrute chaque recoin du terrain, attentif aux moindres signes de mort,
mouvements anormaux d'autres oiseaux, vols circulaires et même changements de comportement chez les herbivores. Leur vision est leur meilleur outil, capable de distinguer clairement les textures du sol à des kilomètres de distance. Mais même avec cet avantage, leur marge de manœuvre est limitée. Contrairement aux oiseaux de proie, le vautour est influencé par des facteurs indépendants de sa volonté. Les courants thermiques diurnes, qui lui permettent de planer sans effort, dictent ses heures d'activité. Si le temps n'est pas coopératif, le vautour reste ancré à haute altitude, incapable de suivre efficacement. De plus, sa structure physique, conçue pour la glisse et l'endurance, l'empêche d'effectuer des mouvements rapides lors de poursuites ou de manœuvres agiles comme celles des autres oiseaux. La migration vers d'autres régions peut sembler une solution évidente, mais ce n'est pas le cas. Les vautours dépendent de réseaux trophiques entiers et changer de territoire ne garantit pas toujours de meilleures conditions. Constante du Nyéréréen. À Nyéréré, le vautour est confronté à un équilibre perturbé, mais il demeure un rouage essentiel de la machine écologique. Son rôle de charognard empêche les restes d'animaux morts de devenir des foyers de maladies, maintenant ainsi l'écosystème dans un cycle constant de renouvellement. Mais que se passe-t-il lorsque cette patience est à nouveau mise à l'épreuve et que la nature n'offre aucun cadeau? Au-dessus des plaines baignées de soleil, un petit groupe de vautours tourne dans le ciel. En dessous, une hyène solitaire avance prudemment. L'espoir est clair. Si la hyène réussit, les vautours auront leur chance. La patrouille aérienne suit chaque pas, maintient sa formation et surveille d'en haut. Les heures passent et la hyène, après avoir flairé et parcouru des kilomètres, détecte enfin une odeur différente. Dans les sous-bois, une carcasse fraîche, petite mais suffisante pour apaiser sa faim un moment. La hyène s'approche rapidement, profitant de l'occasion de surprise. Pendant qu'elle se nourrit, quelques vautours descendent lentement, se positionnant autour d'elle, évaluant le terrain d'un œil exercé. Mais le festin ne sera pas de tout repos. Au loin, on entend des pas précipités. Une autre meute de hyènes approche, attirée par l'odeur. Les vautours tendent leurs ailes, prêts à s'envoler à tout moment. La hyène solitaire grogne, levant la tête avec vigilance, consciente que sa proie est aussi précieuse qu'éphémère. La tension monte à mesure que la compétition approche. Alors les vautours s'envolent, non pour se rendre mais pour attendre. Ils savent que la hyène, après avoir satisfait sa faim, laissera le corps à moitié dévoré. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'éloignent et ne quittent les lieux, après quoi ils descendront silencieusement, ramassant ce qui reste, perpétuant ainsi le cycle ininterrompu de la vie à Nyéréré. Tandis que les vautours observent depuis les cieux, leur patience devient la clé pour affronter l'incertitude constante de Nyérère. Ils comptent non seulement sur leur force ou leur vitesse, mais aussi sur leur persévérance dans un jeu qui les oblige souvent à attendre des heures, voire des jours, avant que la bonne occasion ne se présente. Cette attente n'est pas de la passivité, mais une stratégie qui les maintient en vie dans un écosystème où rien n'est certain et où chaque mouvement a des conséquences. La vie du vautour ne laisse aucune place à l'erreur. Chaque kilomètre parcouru sans succès est une perte d'énergie difficile à récupérer. Mais contrairement aux prédateurs terrestres, leur résilience réside dans la patience. Nyéréré leur a appris que l'abondance n'est pas toujours immédiate et que leur survie dépend d'un équilibre qui, bien que précaire, leur offre néanmoins de l'espace. Malgré les difficultés, les vautours continuent d'être les sentinelles infatigables de Nyéréré. Ils ne célèbrent pas la mort, mais ils en ont besoin. Dans un environnement où les chasseurs échouent, leur stratégie est d'attendre. Et même si aujourd'hui cette attente peut être plus longue que prévu, sa présence garantit que lorsque l'occasion se présentera, le cycle de la vie se fermera avec la même précision que toujours. Les vautours ne sont qu'un des nombreux éléments du réseau complexe de vie qui soutient Nyérère. Ce vaste territoire se déploie tel une mosaïque d'habitats où chaque élément, de l'air à l'eau, joue un rôle fondamental. Parmi ces éléments, les eaux de la rivière Rufiji coulent lentement à travers le paysage, chargé de sédiments et de vie. Ce courant constant façonne les rivages et marque le pouls de l'écosystème, où chaque mouvement sous sa surface révèle un monde caché à l'œil insoupçonné. Ce fleuve, le plus grand de Tanzanie, s'étend sur plus de 600 km depuis les montagnes Uluguru pour se jeter dans l'océan Indien.
Au-delà de sa longueur, sa véritable valeur réside dans la façon dont son flux changeant et capricieux impose les règles de survie dans la région. Pendant la saison des pluies, leurs débordements inondent les plaines, alimentent des lacs temporaires et peignent le paysage d'un vert éclatant. Lorsque la saison sèche arrive, le lit de la rivière se rétrécit, le courant ralentit et l'eau, désormais rare, devient la ressource la plus précieuse. Contrairement à d'autres écosystèmes africains où les ressources en eau sont sporadiques et dispersées, Nyerere concentre un flux continu dans la rivière Rufiji qui soutient une densité de faune rarement égalée. Les oiseaux aquatiques, les herbivores, les prédateurs et les charognards convergent sur ces rives, chaque espèce dépendant de la rivière de manière différente mais interconnectée. Dans ces eaux, les hippopotames trouvent le refuge nécessaire pour résister aux températures rigoureuses de la savane, submergeant leur corps massif pendant les heures les plus chaudes. Plus loin, les éléphants arrivent en longue procession à la recherche de l'eau qui leur permet de nourrir leur énorme corps et de subvenir à leurs besoins pendant les périodes où la sécheresse ravage le sol. Sous la surface, les crocodiles se cachent silencieusement, utilisant le courant comme un couloir de chasse où leurs proies, tôt ou tard, finissent par s'approcher. Chacun, de par sa propre stratégie, dépend du pouls du Rufiji. Mais ce fleuve ne se limite pas à fournir des ressources, il façonne aussi sans relâche les paysages. Au fil des siècles, ces crues ont érodé des falaises, créé de nouvelles branches et détourné son propre cours, forçant les espèces à s'adapter à un environnement qui ne reste jamais le même. Les bancs de sable qui abritent aujourd'hui les oiseaux migrateurs pourraient disparaître demain sous l'effet d'une crue soudaine. Les îles fluviales, qui fournissent une herbe tendre aux herbivores, se forment et se désintègrent aussi facilement que le vent souffle les feuilles sèches d'un baobab. En période de migration, le fleuve Rufiji constitue le dernier obstacle majeur. Ses eaux rapides, chargées de boue et aux courants dangereux, séparent les grands troupeaux de gnous et de zèbres des terres plus fertiles du sud. Ce n'est pas une simple traversée. Ici, l'intelligence collective des herbivores est mise à l'épreuve, car ils doivent calculer le moment exact de la traversée, lorsque le courant n'emportera pas les individus les plus jeunes ou les plus faibles. Et lorsque le troupeau se lance, c'est une débandade de corps luttant contre la force inépuisable du fleuve, tandis que sur les rives, les crocodiles attendent patiemment, sachant que le courant leur livrera, tôt ou tard, une proie désorientée. Pour les oiseaux, la Rufiji est une autoroute de la vie. Les espèces aquatiques suivent ces méandres, se dirigeant vers de nouveaux lieux de pêche, tandis que des rapaces, comme le balbuzard pêcheur, patrouillent d'en haut, profitant du moindre banc de poissons piégés dans des lagons isolés par le retrait des eaux. La capacité de voler donne à ces espèces la flexibilité qui manque aux habitants terrestres. Migrer, explorer et revenir lorsque la rivière se renouvelle. Le Rufiji est également un piège silencieux pour ceux qui dépendent aveuglément de sa générosité. Lorsque la sécheresse est extrême, les eaux se retirent à tel point que d'énormes lagunes deviennent des bassins stagnants, concentrant des centaines d'animaux dans de petits espaces. La concurrence devient féroce. L'eau est polluée. Les maladies se propagent, et face à cet effondrement, seules les espèces les plus résilientes, comme les buffles et les hippopotames, parviennent à maintenir leur domination. Mais même dans ces moments les plus implacables, le fleuve Rufiji n'est pas un bourreau, c'est un faussaire. Chaque oscillation de son débit, chaque tronçon qu'il érode, chaque détournement qu'il crée, oblige les espèces de Nyerere à se réinventer, à développer de nouvelles stratégies, à optimiser leurs ressources, à ajuster leur cycle de vie au rythme d'un fleuve qui ne s'arrête jamais. Et c'est dans cette dynamique perpétuelle, dans cette pulsation constante entre abondance et pénurie, que réside l'essence de Nyerere. Non pas comme un sanctuaire statique, mais comme un laboratoire évolutif en temps réel, où la vie, contrainte de s'adapter aux caprices de l'eau, atteint ses formes les plus pures et les plus résilientes. À ce stade, en Tanzanie, il n'y a aucune certitude, sauf une. Tant que le Rufiji continuera de couler, le cycle de la vie continuera, façonnant lentement un royaume où seuls ceux qui embrassent le changement prospéreront. À travers ces vastes plaines, ces forêts et ces zones humides, ce parc naturel présente un paysage où la faune défie toutes les attentes. Ce territoire, marqué par l'immensité du fleuve Rufiji et un climat oscillant entre générosité et rudesse, a façonné un écosystème où la survie dépend non seulement de la force, mais aussi d'une adaptation constante.
À Nyerere, les règles traditionnelles de la chaîne alimentaire se sont estompées. Les prédateurs sont confrontés à des défis sans précédent, les proies affinent leur stratégie et les oiseaux trouvent dans le ciel un refuge et un avantage évolutif qui leur permettent de prospérer sans limite. Ici, l'évolution n'est pas un passé lointain, c'est un processus quotidien, un ajustement continu aux exigences d'un environnement qui change sans prévenir. Le succès n'appartient pas toujours au plus fort, ni la défaite au plus faible. La coopération, l'intelligence collective et la capacité d'adaptation ont façonné un équilibre dynamique où chaque espèce occupe sa place non pas par hiérarchie, mais par mérite de survie. Nyerere n'est pas seulement un sanctuaire pour la faune africaine. C'est un témoignage vivant de la résilience naturelle, un laboratoire ouvert où la vie, sous toutes ses formes, réinvente ses propres règles pour perdurer. Chaque recoin de ce parc recèle une leçon silencieuse sur la fragilité de l'équilibre et le pouvoir de l'adaptation. Et même si notre voyage s'arrête ici, Nyerere continuera son cycle incessant, remettant en question les certitudes, nous rappelant que dans la nature, rien n'est statique, et que la véritable force réside dans la capacité de changement et d'adaptation constant.